Ça déménage. Ah, c'est fatigant. Il marche celui-là? Ouais. Oui. Je crois que tu nous as transportés dans cet univers plein de sensations. Tu as bien décrit, et je pense que ça fait écho à plein de personnes ici, la question de la recherche du plaisir, le moment où ça devient complexe, où ça devient frustration, répétition, non-étonnement, la difficulté à trouver le moyen d'arrêter, ou en tout cas de trouver voilà, ce retour dans le réel. Alors là, tu nous emmènes via la science-fiction, ou en tout cas via ton écriture, un peu loin. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors c'est 2100, c'est maintenant, enfin voilà. Où est-ce que tu as puisé ton inspiration par rapport à tout ça? En fait, en ce moment, je travaille sur un roman qui s'appelle Les Furtifs et sur lequel j'essaye d'anticiper à 2040 sur ce qui va nous aliéner, voilà, ce qui va être la plus grande puissance d'aliénation du futur, à mon sens, parce que je me suis rendu compte que c'est pas les grosses technologies qui modifient nos rapports au monde et qui bouleversent vraiment nos existences. C'est souvent des choses toutes petites qui arrivent à pattes de colombe comme ça et qui révolutionnent tout, quoi. Moi, j'avais totalement raté l'arrivée du portable quand j'avais travaillé sur le futur de la société de contrôle. C'est-à-dire que j'avais pas compris qu'un tout petit objet comme ça allait être celui qui nous autocontrôle et qui nous géolocalise et qui nous piège le plus profondément et surtout qui génère une dépendance absolument colossale, quoi. Et là, en ce moment, je travaille sur l'idée de cette intelligence artificielle personnalisée, c'est-à-dire d'une interface comme ça qui serait en voie naturelle. C'est ce qu'ils font, hein, ils s'y font tous. Les GAFA font tous ça, hein, que ce soit Google, Apple, Facebook, Amazon. Ils ont tous un travail sur l'IA personnalisée. Et ils ont compris que l'interface ultime pour l'être humain, ça reste la voix. Ça reste le fait de parler naturellement à une machine et que la machine nous réponde elle-même en langage naturel. Et ils font un effort colossal pour ça, et je pense qu'en 2040, ça sera à peu près prêt. Et tout de suite, moi, ce qui m'a intéressé, c'est comment ça altère notre rapport à soi et le rapport qu'on aura à l'autre. C'est-à-dire que cet alter ego avec lequel on va discuter en permanence, à qui on va demander en permanence des choses, il est évident que cet alter ego connaîtra absolument tout sur nous, sur nos désirs, nos achats, nos consommations, nos envies, nos amis, notre réseau social, etc. Et que très rapidement, on va projeter sur elle ou sur lui un ensemble de fantasmes. On va en faire, comme je l'ai dit à un moment dans la nouvelle, on va en faire à la fois notre mère qui nous chapeaute et nous materne, mais aussi notre femme, notre amante, notre amie, notre fantasme, notre coach, notre mentor. Enfin, on va lui déléguer tout un ensemble de désirs relationnels qui aujourd'hui sont pris en charge par le monde réel et par les gens réels, quoi. Et ça, je trouve que c'est l'arrivée d'une perversion potentielle colossale qui, moi, me fait extrêmement peur. Je trouve que ce sera très difficile d'y résister et ça nous rendra encore moins capables d'accepter l'altérité, d'accepter l'autre et de supporter que l'autre ne se soumette pas à nos désirs, quoi. C'est ce que dit très bien Serge Tisseron dans son bouquin, là, Le jour où le robot m'aimera, c'est que ça devient difficile d'accepter que les autres ne soient pas complètement en accord avec nous ou obéissent pas à nos rêves si tu as une machine qui quotidiennement le fait, quoi. Voilà. Alors, dans la préparation de ce récit, tu as beaucoup lu, hein, puisqu'on a pu échanger, tu t'es imprégné des productions, d'ailleurs ça se ressent, je trouve. Et donc il y a ce personnage, hein, qui sont finalement toutes les personnes, en tout cas une grande majorité des personnes ici, hein, qui accompagnent les personnes. Bonjour les Sophia. Voilà. Alors je pense que ça interpelle et ça dit pas mal de choses, mais voilà, tu me disais dans ce travail de côte à côte, dans ce travail d'accompagnement, il y avait aussi des choses qui t'avaient interpellé et sur lesquelles tu t'étais appuyé pour écrire ce récit. Surtout que c'est un domaine que je connaissais absolument pas en réalité. Et ouais, j'étais très impressionné par une chose, c'est ce fameux aller vers, quoi. C'est-à-dire cette idée que non seulement les gens pouvaient consommer sur place dans des salles de shoot, mais que l'accompagnant pouvait être là et accompagner ce moment qui est effectivement extrêmement intime, qui est fondé sur énormément de rituels. Et évidemment sans juger, mais aussi sans vouloir absolument guérir, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que cette espèce de pulsion de guérison qui est aussi, à mon avis, dans l'économie de désir de ces métiers, d'arriver à la dépasser, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc ça m'a donné l'idée du personnage de Sophia qui paye, il faut le dire, de sa personne, mais qui essaye de créer cette dynamique de changement, de métamorphose,
en disant ok, je veux bien rentrer dans ton désir, je veux bien rentrer dans ton fantasme, je veux bien me mettre à l'intérieur de Chalizé comme en poupée russe, là, comme je le dis. J'aime beaucoup, pour ceux qui ont vu Blade Runner 2049, il y a une scène magnifique comme ça, où il se loge une prostituée se loge dans un hologramme comme ça. Et j'ai repris un peu cette idée, et ça m'intéressait qu'ensuite elle sorte et elle l'embrasse, et là il retrouve le goût du réel, il retrouve cette chaleur, ce goût que malgré toute la puissance des technologies, on ne peut pas avoir, quoi. Et progressivement, elle va peut-être le sortir voilà, de la fantasmatique pure dans lequel il s'est auto-piégé, quoi. Ouais. Et alors, c'est vrai que là, tu nous décris, tu nous montres à travers cette intelligence artificielle, en tout cas émotionnelle, à quel point on va pouvoir créer un alter ego, mais aussi tu développes pas mal la question des sociétés horizontales. Alors, d'un côté, avec ce sur quoi il faut anticiper le pire, parce que toi-même tu dis, ce qui est bien avec la science-fiction, c'est qu'on peut anticiper le pire, mais qu'en même temps, elle est aussi vectrice de ce que nous, on appelle un peu de pouvoir d'agir. C'est-à-dire, en gros, de capacité justement à recréer cette altérité, voire la renforcer. Donc, tu décris ces sociétés horizontales dans le domaine du contrôle. Mais qu'est-ce que ça peut aussi provoquer, on va dire, de positif, hein, parce que l'horizontalité, elle peut aussi créer la capacité à être plus en lien, plus ensemble. Je sais que tu t'intéresses beaucoup à des mouvements comme les ZAD, etc. Enfin voilà, dans ton cheminement de pensée, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi de ce qui est en train de se créer et de se mettre en place? Bah, c'est vrai que j'essaye toujours d'arc-bouter une sorte de vecteur dystopique, c'est-à-dire où effectivement, enfin moi je dis toujours la SF, bon c'est pas de l'anticipation, c'est du présent hypertrophié, quoi, en réalité, c'est-à-dire qu'on intensifie des vecteurs et des tendances qui sont déjà extrêmement présentes, mais qui ne sont pas encore très déployées, et puis on les pousse à leur extrême pour dire, voilà, pour jouer le rôle de lanceur d'alerte, parce que finalement c'est ça qu'on fait aussi, on est des lanceurs d'alerte par la fiction. Et donc le côté dystopique, effectivement, je le mets en place sur cette espèce d'accroissement optimal de la dépendance, hein, qui est aussi un travail des GAFA. Il y a des articles extrêmement intéressants sur des designers de Facebook, qui sont des designers de la dépendance, hein, ils s'appellent eux-mêmes comme ça, et sur lequel voilà, ils travaillent effectivement à maximiser le temps passé sur l'interface. Et il y a des procédés extrêmement intéressants, je trouve, liés à la commodité, liés à ce qu'ils appellent le nudge, le coup de pouce, qui permet de... Bon. Donc tout ça, effectivement, je le mets en place là en 2040, mais en même temps, j'articule toujours la dystopie avec des utopies, et ce que moi j'appelle pas des utopies, mais des pistes concrètes d'action et de combat, parce que voilà, si c'est juste pour faire le lanceur d'alerte et pour dire « Ouh là là, regardez, ça va être horrible ce qui nous attend », puis de rester tranquillement au fond de ma pinède à Marseille, bon, je n'ai pas l'impression de faire mon boulot. Donc, ouais, sur les furtifs notamment, je développe énormément de choses sur les communes, voilà, sur ce qu'on appelle la commune aujourd'hui à l'extrême gauche, c'est-à-dire vraiment une réinvention du lien collectif, comme on le voit à la ZAD, et la capacité à décrocher, à se décaler de cet univers virtuel, quoi. Donc l'invention d'un art de vivre, voilà, une sorte d'épicurisme. Moi j'appelle ça un épicurisme technologique, c'est-à-dire qu'on se débarrasse des désirs superflus que la technologie nous amène pour entrer dans les désirs vraiment absolument nécessaires et précieux pour nous construire. On pourrait en parler sur le jeu vidéo, par exemple. Moi, j'ai pas mal travaillé là-dessus, de montrer comment certains jeux vidéo sont réellement puissantants, c'est-à-dire développent un imaginaire, développent une vision de l'espace, développent des capacités, des courbes d'apprentissage tout à fait intéressantes, et comment certains jeux sont uniquement fondés sur des espèces de courbes de dopamine, de récompense, frustration, récompense, qui sont extrêmement tôt inculquées et ancrées dans les gamins, et c'est extrêmement grave, à mon avis, pour les circuits neuronaux. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Moi toujours, j'essaye d'amener ce critère-là qui me paraît vraiment important dans l'analyse de la technologie, c'est de dire, la technologie nous donne du pouvoir, évidemment, nous apporte et nous vend du pouvoir, et le technocapitalisme nous amène des objets en les vendant par le pouvoir que ça va nous donner. Et moi, je dis, à chaque fois, essayons de regarder ce que ça implique sur la puissance. Ce matin, votre président parlait de Spinoza, mais c'est exactement ça, quoi, la puissance de vivre, le conatus, la puissance d'aller au bout de ce que tu peux. La puissance, c'est ce que tu peux faire toi directement, c'est l'agir direct avec tes propres capacités cognitives, avec tes propres capacités d'imagination, tes propres capacités physiques, ce que l'humain possède en propre et qui peut parfaitement déployer et déployer plus. Et cette puissance-là, moi, elle me paraît fondamentale à étayer, à encourager, à déployer.
et faire attention que quand on nous amène du pouvoir, très souvent la puissance est en décroissance, quoi. Donc pour moi, une des théories que j'aime et qui est complètement un peu à l'intuition, c'est que la courbe, à mon avis, d'accroissement de la puissance est allée de pair avec celle du pouvoir pendant très longtemps au niveau des technologies. Et puis là, maintenant, pour moi, il y a un croisement des courbes, c'est-à-dire qu'on continue à augmenter le pouvoir, mais parallèlement, la puissance personnelle diminue parce qu'on n'arrête pas d'externaliser et nos capacités physiques et nos capacités, surtout cognitives, vers les machines. La mémoire, l'imagination, le fait de retenir. Et ça, c'est... Enfin, moi, je sais pas, vous voyez de plus en plus de gens qui prennent leur portable pour se rappeler tel événement historique, etc. C'est-à-dire que voilà, il n'y a absolument plus aucun effort pour mémoriser. Or, sans la mémoire, vous ne pouvez pas réellement réfléchir, vous ne pouvez pas avoir des points d'appui pour discuter, vous pouvez pas... c'est très vite handicapant. Donc, ouais, c'est là-dessus que moi, je travaille beaucoup, c'est essayer de redonner le goût de la peau, de la puissance. Voilà, ce que j'appelle la puissance, qui est vraiment... alors que le pouvoir, c'est faire pour moi. Dès que quelque chose vous fait faire, vous êtes dans le pouvoir. Alors, comme tu le disais, cet après-midi, il y a effectivement une plénière qui va être extrêmement intéressante, animée par Louise Touré, où on va croiser ces éléments, effectivement, prévention, éducation, la question du soin, mais aussi, et on les remercie, la présence du syndicat des éditeurs de jeux vidéo, le CEL. Donc, ce sera une table ronde assez interactive et intéressante. Mais alors, si on va dans ce que tu dis, on pourrait aussi dire que finalement, ces choses-là, elles ont aussi, quand on a inventé l'écriture, on disait, ben non, ça va transformer complètement. Il y a aussi des personnes qui disent, mais finalement, la partie du cerveau qu'on n'utilisera plus pour avoir cette mémoire, on l'utilisera peut-être à faire autre chose. Et ça revient peut-être que, voilà, donc on coupe, tu peux nous expliquer, est-ce que tu fais beaucoup de travail sur les mots ? C'est-à-dire déjà là l'intitulé de la plénière, plus qu'humain ou plus humain, et aussi sur cette question très humain, transhumanisme, c'est-à-dire qu'on voit, et là aussi dans le réel et le réel, comment tu positionnes ces mots et comment tu peux répondre aussi aux détracteurs qui disent... Ouais, mais honnêtement, cet argument de l'arrivée de l'écriture, moi je le trouve totalement bidon en réalité. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à l'époque... ceux qui étaient scolarisés, il y en avait très peu, apprenaient par cœur des sommes considérables de savoir. Et effectivement, ça obstruait le cerveau, et Montaigne l'explique extrêmement bien. C'est que cette obstruction du cerveau par une espèce d'hypertrophie mémorielle, il fallait en finir, quoi. Donc, qu'on ait déposé une partie de cette mémoire dans les livres, c'était au contraire un accroissement de la puissance. C'était pas du tout... et donc l'argument, les gens qui essayent de faire par analogie l'argument en disant mais ouais mais c'est pareil finalement qu'au moment où on a inventé l'écriture, non pas du tout, quoi. Et l'écriture et les livres, enfin la littérature en particulier, et moi je me rends compte de plus en plus en ayant bossé dans le cinéma, en ayant bossé sur des séries radiophoniques, en ayant bossé sur le jeu vidéo, la littérature est un art extraordinairement ample et puissant et qui mobilise une capacité imaginaire bien plus forte qu'un film, bien plus forte qu'un jeu vidéo. Parce que tu es obligé de tout reconstituer. Tu as juste un médium qui est extrêmement sobre, c'est des petites lettres noires comme ça sur une page blanche. Et cette sobriété du médium t'oblige, toi, quand tu lis, à faire un effort colossal d'un point de vue cognitif pour tout, pour imaginer les personnages, pour rentrer là, je vous ai fait écouter quelque chose, bah, vous imaginez Sophia, vous imaginez Chalizé, vous imaginez cette chambre d'hôtel, vous imaginez les concerts, les robots, les androïdes, etc. Vous avez produit un effort pendant 40 minutes qui est assez exigeant pour faire vivre ce que j'ai essayé de mettre en place et en plus soutenu, porté par l'émotion de la guitare de Yann. Mais voilà, c'est la force du littéraire. Donc, moi, je crois qu'il faut... Voilà, après, on milite toujours pour nos paroisses, etc. On dit pourquoi lire Moi, je crois que pourquoi lire parce que justement, vous faites appel à des capacités humaines qui sont les plus prodigieuses, quoi, et qui sont liées à la faculté à imaginer. Voilà. Et si on vous donne des images en permanence, si on vous abreuve d'images en permanence, moi je suis désolé, l'image fait écran à l'imaginaire de nombreuses fois et dans de nombreux cas, plutôt que de le porter. Chez les grands cinéastes, évidemment, l'image est porteuse elle-même dans l'imaginaire, mais sur beaucoup de produits de consommation filmique qu'on a, ça vient faire écran, quoi, tu vois. Alors que le livre et l'audition, hein, moi j'aime beaucoup travailler sur les séries radiophoniques aussi, parce que je trouve que l'oreille te laisse une liberté, te laisse un libre arbitre dans la construction que malheureusement les vidéos ne permettent pas, quoi. Donc, Alors peut-être un dernier échange avant qu'on on devait avoir des questions, non? C'était pas ça? Oui, il devait y avoir des questions, mais peut-être qu'en fait tout le monde a été effectivement tellement concentré sur le fait d'approprier, comme tu disais, les sensations, les images, etc.
Donc, alors, pensez-vous que notre classe politique devrait lire de la science-fiction afin qu'elle puisse prendre intellectuellement une longueur d'avance? Vaste question. Surtout pas, faut rien leur dire. Hein. Non, mais il y en a qui en lisent. Hein. Je sais que, par exemple, Benoît Hamon en lit. Et il y a un certain nombre comme ça de politiciens qui sont suffisamment malins. Mais ils sont déjà tellement occupés à traiter le présent et à mal le traiter que c'est... mais par contre, oui, ça permettrait d'avoir une perspective que souvent il leur manque, hein, ça c'est évident. Et puis surtout, il y a des gens qui s'occupent de notre futur et qui s'en occupent de façon dramatique, comme les GAFA. Donc c'est plus ça qui est inquiétant, quoi. C'est les gens qui vous disent, attendez, nous on réfléchit au futur. Là, il y a inquiétude à avoir, quoi. Nous, on essaye, en tout cas en tant qu'écrivain de science-fiction, on essaye bien sûr de le problématiser, bien sûr de... Moi, j'essaye plus, comme je le faisais à 20 ans, de matraquer ma vision du monde. Comme je l'ai fait dans mon premier livre, La zone du dehors, j'essaye au contraire d'ouvrir au maximum et de rendre très problématique tout un ensemble de choses, quoi. Donc là, ouais, ça me paraît... D'ailleurs, tu vois, tu es sollicité. Dans notre société addictogène, l'addition, c'est le vent dominant. Alain, où est la horde du contrevent? D'accord, il y a des fans dans la voilà, salle. Voilà, oui. J'avais dit qu'il y avait des, des fans. Bah, la horde, il y aura un tome 2, dans... il y aura un tome 2 un jour, hein, de toute façon. J'ai toujours conçu en diptyque, mais j'attends d'être prêt, quoi. D'abord, je finis les Furtifs. Ça fait quand même 13 ans que j'ai écrit la première ligne des Furtifs et ça c'est très très long à arriver au bout. Mais là, normalement, je devrais arriver au bout et après, c'est une longue maturation. Voilà. Peut-être s'il y a d'autres questions, Olivier. Il n'y a pas de micro dans la salle. Comment proposer un réel suffisamment désirable pour ne pas fuir dans l'oasis? Ouais, ça c'est une très belle question. Moi, c'est une question que je me pose sans arrêt en fait, et surtout par rapport à mes filles. Moi, j'ai 2 filles, 7 ans et 10 ans. On a la chance de vivre vraiment proche des Calanques à Marseille et de pouvoir faire de l'escalade, pouvoir aller dans la forêt, de pouvoir faire des choses très concrètes et physiques. Moi, j'ai l'impression, et là, c'est vraiment un enjeu peut-être, qu'on peut s'en sortir que si on éduque la perception. Voilà, j'ai l'impression que si... En fait, on a une compétition des réalités. C'est ça qui arrive, c'est ça qui est déjà en place, mais qui va de plus en plus s'installer. C'est pour ça que j'ai pris un moment assez didactique dans la nouvelle où je parle de réalité augmentée, puis réalité virtuelle, puis augmentée, puis réalité seconde, puis réalité ultime, etc. C'est-à-dire qu'il va y avoir technologiquement, à mon avis, une sorte de montée en puissance là-dessus. Et si on n'est pas capable, au niveau du réel, de montrer en quoi le réel est plus riche, et plus fort, et plus intense, et plus vivant, qu'est-ce que le réel peut apporter, on a perdu le match, quoi. C'est évident, quoi, tu vois. Et ça, c'est pas possible si tu n'éduques pas les gamins à percevoir. Voilà. Je pense que c'est vraiment... et percevoir, ça veut dire savoir goûter un plat, ça veut dire sentir une odeur, ça veut dire toucher une écorce, ça veut dire être capable d'écouter, de partir dans une forêt et dire aux gamins, tu fermes les yeux maintenant et t'écoutes tout ce qu'il y a autour. La vision, je trouve qu'on est saturé sur le sens de la vision et je pense que le combat ne se joue pas sur la vision, même dans le réel, parce que là, la compétition est déjà perdue pour moi dans les réalités augmentées. Mais par contre, ouais, sur l'audition, le toucher, la présence physique, la chaleur, enfin, sentir des choses qui ne sont pas du domaine des 5 sens, mais même au-delà, le poids des choses, les sensations proprioceptives, tout ça, bah, il faut revenir à ça, quoi. Il faut revenir et puis apprendre aux gamins très tôt à entrer là-dedans, à mon avis, quoi. Sinon, tu perds très très vite le film. C'est-à-dire que ce qu'on t'offre est tellement addictif, tellement rapide. Enfin, ça a été très bien dit là dans le discours ce matin, quoi. À partir du moment où le plaisir est rapide et immédiatement accessible, si tu ne sais pas construire le chemin du désir en lui faisant faire des détours pour amener, en disant bah, là tu vas marcher 3 heures, mais tu vas voir après, tu vas ressentir des choses qui sont géniales. Tu vois, moi j'adorais Benassayag aussi pour ça. Il disait une fois, il parlait des McDo, tu vois, il disait moi j'empêcherai jamais mon gamin de 11 ans d'aller au McDo, mais si je ne suis pas capable en tant qu'éducateur, père, philosophe, de lui donner l'envie d'aller au petit bar bio qu'il y a là au bout de la rue et de bouffer une salade et qu'il se fasse plaisir parce qu'il va discuter avec des gens, si je ne suis pas capable de lui amener ça, un désir plus fort que le désir du McDo, ça ne sert à rien que je lui interdise le McDo parce qu'il ira au McDo, quoi, tu vois. Donc il faut être plus puissant dans le désir de réel que dans le désir virtuel, quoi. Et pour être plus puissant dans le désir réel, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux gamins à éprouver ce réel dans toute son ampleur, dans toute sa force intime, quoi. Moi, je sais qu'en écrivant, c'est une des choses que écrire m'a appris aussi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'étais obligé d'écouter beaucoup plus le réel, d'éponger beaucoup mieux le réel, d'être un buvard beaucoup plus tactile du réel si je voulais écrire des choses qui soient réellement puissantes, qui soient réellement
qui portent réellement des sensations. Si j'ai pas ça, ben, vous allez le sentir dans les textes, et ça sera un peu pauvre, ça sera... Voilà, c'est notre capacité de buvard et l'ampleur de cette capacité de buvard qui donne la qualité aussi. Donc créer, apprendre aux gamins aussi à créer, ben, c'est leur amener une perception du réel qu'ils vont restituer ensuite, exprimer ensuite. Donc voilà, pour moi, il y a un combat sur la perception. Ouais, apprendre à percevoir. Sur la perception. Et c'est vrai que beaucoup plus que d'apprendre les concepts, etc. C'est comme en écologie. Enfin, je m'énerve là-dessus, mais en écologie, on nous apprend 150 000 concepts, la consommation de CO2, on nous donne des chiffres partout, et on n'apprend même pas aux gamins à se promener dans une forêt, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, et à comprendre que là, il y a une couche là, il y a une bauche de sanglier, que là, un Bambi s'est couché, que cet arbre-là, eh ben, tiens, c'est un Douglas qui a été planté il y a 50 ans, mais tu vois, là, à côté, a poussé un chêne naturellement, et que, tu vois, il y a des milliards de choses à voir dans une forêt. C'est un jeu vidéo extraordinaire, une forêt. Si tu as quelqu'un qui te... Moi, on m'a ouvert les yeux sur la forêt, tu vois, c'est un truc... Moi, je me baladais dans la forêt, je voyais des troncs, quoi, tu vois. Et puis, quelqu'un m'a ouvert les yeux, voilà, tu vois, tout d'un coup, tu comprends le mycélium, tu comprends tout ce qui... Les champignons, t'apprends à voir, tu vois, il m'a appris à percevoir, à sentir les odeurs. Ça, c'est telle odeur, ça, c'est... Ouais, tu vois, ça, c'est génial, tu vois. Un jeu vidéo de la forêt dans le réel, c'est pas mal, ça, pour amener les gamins dans la forêt. Alors, l'homme ne pourra-t-il assouvir son désir d'augmentation que lorsqu'il comprendra que ce n'est pas par la technologie, mais par le partenariat avec l'autre qu'il a des chances d'être augmenté? Oui, ça, j'ai beaucoup aimé dans l'édito, je crois. Je sais pas qui a rédigé ce très bon édito, là. C'est toi, non? Non, c'est pas moi, c'est à plusieurs mains. J'ai trouvé très beau l'idée de dire que la véritable augmentation humaine, ça a été le lien collectif, quoi. Et qu'en fait, si on a atteint de tels niveaux et technologiques et d'organisation humaine, ça a été parce que on est tissé, voilà, on est tissé avec les autres, on n'arrête pas de se coudre avec les autres, et notre augmentation, elle est horizontale à travers le lien. Ça, c'est un message à répéter indéfiniment, parce que le message qu'on nous vend aujourd'hui, c'est un message vertical d'augmentation individuelle. Hein. Je veux dire, le transhumanisme, pourquoi moi ça me fait gerber, c'est que c'est porté par des libertariens, c'est-à-dire des gens qui considèrent que la liberté individuelle dans ta bulle de filtre, moi j'appelle ça dans ta grappe, tu vois, dans ton grain de raisin, tu vois, dans ta monade comme ça, dans ton technococon, dans ta chrysalide de fibre optique, cette liberté-là, c'est la seule qu'il faut accroître, et puis les autres, fuck, quoi, tu vois. Donc, oui, c'est une augmentation personnelle, mais souvent qui est hyper déceptive, alors que l'augmentation horizontale et collective va être beaucoup plus forte. Moi, j'aime bien dire, voilà, on tisse en fil de fer, mais fer, je l'écris F-A-I-R-E, voilà. C'est tissé par l'action, tissé par le fait de faire des projets en commun. Et la ZAD est absolument exemplaire sur ces choses-là. Il y a une intensité du collectif, forcément conflictuelle, hein, bien sûr, forcément difficile. Mais voilà, ils vivent à longueur de journée sur des articulations collectives, des assemblées, des choix collectifs. Ils sont constamment corrélés et à la nature et aux autres. Et ça, et tu les vois, d'abord ça donne des corps en vie. Tu vois des corps en vie là-bas. Et ça, c'est assez rare aujourd'hui. Tu les vois vivants, et puis dans la tête, ça, c'est sérieux aussi, quoi. Ouais. Alors, Alain, il y a ça qui est pas mal, n'est-ce pas, l'inattendu qui permettra au réel d'être plus fort. Et puis j'ai vu passer une question que je voulais te poser aussi. Quid d'une Sophia virtuelle? Parce que quand on a échangé, on s'est dit ça aussi. Nos métiers d'accompagnement, ah, mais voilà, nos métiers d'accompagnement ne peuvent-ils pas être englobés dans l'intelligence artificielle finalement? Ouais. Et enfin voilà, peut-être qu'on peut finir sur ce que tu peux nous dire de ça, de ta déjà, vision. Celle d'avant, oui, absolument, quoi. C'est-à-dire que pour moi, le réel, c'est l'intempestif, c'est l'aléatoire, c'est l'inattendu, c'est la folie, c'est le dehors, c'est l'accident, quoi. C'est toutes les choses que les algorithmes, justement, ne vont pas et ne veulent pas produire, parce qu'ils veulent produire, au contraire, du désir déjà accumulé. L'algorithme, il ne fait qu'accumuler un passé qui te restitue au présent et qui va épouser uniquement les désirs que tu as déjà exprimés. Donc si tout d'un coup, tu te mets à aimer le rail alors que tu n'as jamais écouté de rail, l'algorithme, il n'est pas prêt à te proposer du rail, quoi. Tu vois, il va falloir qu'il s'adapte. On va en parler cet après-midi. Ouais. Alors, Sophia digitalisée. Sophia digitalisée. Ah ben non, ça, j'y crois absolument pas. Non, mais justement, parce que c'est... Je vais vous raconter, enfin, tant pis, je fais un retour sur ce que j'ai vu tout à l'heure, mais voilà, en écrivant, on est touché par des choses. Voilà, il y a eu un discours extraordinaire de votre président, et ensuite, il y a eu un deuxième discours de la vice-présidente, et qui était très chouette aussi, et tout. Et on était dans les deux discours d'un point de vue de l'expression vocale sur quelque chose d'assez... excusez-moi, hein, mais relativement plat et relativement... Et tout d'un coup, à la fin du discours de la vice-présidente, il y a eu une montée d'émotion. Tout d'un coup, ça lui a noué la gorge et il y a eu cette émotion-là.
Et ça a été 1000 fois plus puissant que tout, à mon sens, que tout ce qu'elle a pu expliquer avant, quoi, tu vois. Et là, tout d'un coup, tout était résumé par une seconde d'émotion qui l'a envahi et qui a envahi tout le monde dans la salle à ce moment-là. Et c'était tellement, tellement beau, quoi. Et ça, voilà, c'est ce que l'humain peut faire. Une machine aurait pu lire ce qu'elle a lu, quoi, tu vois. Et peut-être elle l'aurait lu mieux, même avec de la modulation, parce que les logiciels savent le faire très bien. Mais la machine, elle ne pouvait pas faire ce moment-là qui l'a chopé et qui a pris la gorge et qui a créé ces larmes et qui nous a tous... moi, ça y est, je me suis mis à chialer, et voilà. Et tout était, voilà, tout était résumé sur cet instant-là, quoi. Tout l'attachement à cette présidence, à ce qu'il a fait, etc. Et voilà, et donc Sophia digitalisée, elle ne peut pas faire ça, quoi, tu vois. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire que si tu es accompagnant, si tu es soignant, si tu es psychanalyste, etc., tu vas dire des choses très conceptuelles, très construites, très formées, etc. Mais à un moment donné, juste de traduire émotionnellement l'empathie vis-à-vis de quelqu'un, ça peut le sauver, c'est tout. Tu vois, c'est ce moment où l'empathie, elle t'échappe et la personne, elle sent qu'elle compte pour toi, quoi, tu vois. Et ça, une machine pourra jamais le faire, donc non, digitaliser, non. Écoute, je te remercie. Merci beaucoup.